Je remercie les rois souterrains de me donner aujourd'hui la parole pour exposer la question de la controverse royale en France après 1883. Cela peut paraître surprenant dans une France républicaine depuis 1870 et où la famille d'Orléans a une position de prétendant officiel de parler de controverse royale. Cependant, l'historien des idées politiques ne peut pas ignorer qu'une fraction, certes minoritaire, mais non négligeable, ne s'est pas ralliée au prince d'Orléans et a préféré reporter sa fidélité sur les Bourbons d'Espagne, ou issus de Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV. Et de là a découlé un schisme royaliste qui dure encore aujourd'hui entre ceux que l'on a appelés par ironie, des deux côtés, les Blancs d'Espagne et les Blancs d'Eux. Les deux branches royales qui sont opposées dans cette controverse tirent leur origine des deux fils de Louis XIII. La branche aînée, issue de Louis XIV, qui n'a plus de représentants que par Philippe V, donc Bourbon d'Espagne, et la branche cadette, issue de Philippe d'Orléans. Depuis 1789 au moins, ces deux branches se sont opposées à plusieurs occasions. Il y a eu le régicide de Philippe Égalité, il y a eu la captivité de la duchesse de Berry sous Louis-Philippe, et il y a eu surtout l'usurpation de 1830. Et à la suite de cela, les monarchistes se sont divisés entre les partisans de la branche aînée de Charles X, qui avait été évincé, et les partisans de Louis-Philippe, légitimistes et orléanistes. Et une fois que la branche cadette a à son tour perdu le trône après 1848, il y a eu des tentatives politiques de rapprochement entre ces deux branches. Certains hommes politiques ont envisagé une fusion. C'était le terme qu'ils ont utilisé, on s'en est souvent moqué d'ailleurs en parlant de confusion. Ils pensaient que le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, n'aurait peut-être pas de descendants. C'était d'ailleurs assez prématuré, il faut penser qu'il était quand même très jeune sous la monarchie de Juillet et même sous le Second Empire. Et ils se sont dit dans ce cas-là que la branche cadette pourrait remplacer la branche aînée. Ceci écartait de la succession dynastique de nombreux dynastes capétiens, mâles, descendants de Philippe V d'Espagne. Pourtant, la question n'était pas, au XVIIIe siècle, était restée pendante, certes, mais beaucoup de gens pensaient que les Bourbons d'Espagne avaient toujours une vocation en France. Même au XIXe siècle, lorsque, par exemple, en 1835, un bruit mensonger accourut de la mort du duc de Bordeaux, ou du comte de Chambord, plusieurs journaux, dont la Gazette de France, la Quotidienne, et des journaux royalistes de province, s'étaient prononcés en faveur de Bourbon d'Outre-Pyrénées. Au milieu du XIXe siècle, la branche aînée restait donc représentée par le comte de Chambord, petit-fils de Charles X, et la branche cadette par le petit-fils de Louis-Philippe, Philippe d'Orléans. La fusion a été tentée une première fois de façon infructueuse, puis après la chute de Napoléon III, la question est revenue, et les hommes politiques de l'époque ont voulu réaliser cette fusion. Ils y avaient intérêt car l'Assemblée nationale désignée en 1871 comportait 2/3 de royalistes, mais divisés entre deux tendances égales à peu près, et donc seule leur union pouvait permettre de rétablir la monarchie. Le comte de Paris lui-même, j'utilise cette titulature orléaniste par commodité, le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, fit lui-même en 1873 une démarche auprès de son cousin. Il se rendit à Frosdorf, là où vivait le comte de Chambord, d'ailleurs avec un train de vie royal, mais en exil en Autriche, et exil volontaire à ce moment-là d'ailleurs, puisque après 1870, et il demanda, le comte de Paris dit à son cousin qu'il ne rencontrerait pas d'obstacle familial sur sa route. Cependant, cette réconciliation était ambiguë. Certains y voyaient un accord politique, et en quelque sorte une adoption par le comte de Chambord du comte de Paris, alors que d'autres disaient que c'était purement un accord familial. Le comte de Chambord n'avait accepté aucune condition, et on était simplement question que les Orléans reprissent leur place dans la famille. Donc, au lieu de deux groupes qui étaient devenus deux dynasties rivales finalement, eh bien, on avait désormais une seule famille des Bourbons. Donc il y avait une ambiguïté, et selon le prince pour lequel les hommes politiques se prononçaient, ils avaient une interprétation différente de ces entrevues des princes.
Le comte de Chambord mourut en 1883, il était assez jeune encore, il avait 63 ans, et cette mort allait changer totalement la situation. Certains croyaient que l'unité royaliste allait se faire automatiquement à partir de ce moment-là, et que les fidélités se reporteraient sur la branche cadette. Mais d'autres pensaient qu'il y aurait de nouveau un affrontement. Il y a un mot sarcastique de républicain disant « Nous allons voir un nouvel épisode de la lutte entre les incurables et les habiles ». Et de fait, une ou deux questions se sont posées dès les obsèques du comte de Chambord, qui ont bien montré que tout n'était pas fait, que l'union des royalistes était loin d'être faite autour des princes d'Orléans. D'abord, les obsèques elles-mêmes. La comtesse de Chambord a souhaité que l'ordre familial soit respecté, alors que le comte de Paris et ses partisans souhaitaient prendre la tête des obsèques. Le comte de Paris, voulant se présenter comme le successeur politique du comte de Chambord, voulait diriger les obsèques de son cousin, alors que la comtesse de Chambord a dit que cela aurait un caractère familial. Mais il faut penser qu'il y a une implication à cela, puisque c'est justement un ordre familial généalogique qui règle la couronne de France. Donc ce n'était peut-être pas tout à fait sans conséquence. Autre aspect assez curieux, les Orléans ou leurs partisans ont envoyé un représentant, M. de Bellomer, un conseiller d'État, auprès des chefs de la branche des Bourbons d'Espagne, afin de leur demander de renouveler les renonciations de Philippe V. Ce qui prouve qu'ils avaient quand même quelques doutes de ce côté-là, qu'ils craignaient qu'il y ait des incidents. Ils ont d'ailleurs, M. Bellomer n'obtint rien d'ailleurs, parce que les princes, qui visiblement connaissaient mal la question d'ailleurs, ont dit si nous avons des droits, nous les gardons, si nous n'avons pas, il est inutile d'y renoncer. Donc les éléments d'une controverse étaient déjà réunis. Et cette controverse, je compte l'étudier, d'une part en parlant de l'effacement apparent de la tradition légitimiste entre 1883 et la Deuxième Guerre mondiale, puis d'autre part la réaffirmation du dualisme royaliste après 1945. Alors d'abord, premier point, l'effacement apparent du légitimisme entre 1883 et la Deuxième Guerre mondiale. L'ancien courant légitimiste est loin d'avoir suivi les Bourbons d'Espagne. Ce n'est qu'une mince fraction qui n'a pas accepté les Orléans. Néanmoins, ces irréductibles ont su développer un argumentaire très cohérent et très sérieux, et qui est, pour sa plus grande partie, avalisé par les facultés de droit. Nous verrons donc d'abord la persistance modeste d'un courant politique légitimiste, puis ensuite l'opposition des argumentaires, des aînés contre argumentaires des cadets. D'abord, persistance modeste du courant politique légitimiste. Comme Henri V l'avait décidé de son vivant, les comités légitimistes qui quadrillaient la France furent dissous après sa mort. La majorité légitimiste, à commencer par d'ailleurs les députés nombreux à cette époque, se rallièrent aux Orléans. Ce fut même, surprise, certains fidèles du comte de Chambord, pourtant connus comme opposés au libéralisme, car au fond, derrière cette querelle, il y a aussi la querelle entre les libéraux et les antilibéraux, et certains des plus opposés au libéralisme se rallièrent. Ce fut le cas, par exemple, du général de Charette, ancien chef des oeuvres pontificaux, ce fut le cas du marquis de la Tour du Pin, qui est un auteur corporatiste tout à fait estimable. Cependant, quelques irréductibles refusèrent de se rallier. Tel était le cas des secrétaires de Henri V, Maurice d'Andigné ou Joseph Dubourg, de ses aumôniers, Monseigneur Curé et le Père Boll, de son exécuteur testamentaire, Huet du Pavillon. Donc il y avait un noyau de fidèles qui n'estimaient pas que les Orléans étaient les héritiers naturels de Henri V. De même, pour ce qui est de la succession des biens, le château de Frosdorf, les archives, les colliers des ordres royaux passèrent aux aînés généalogiques, c'est-à-dire aux Bourbons-Anjou, ce qui est assez symptomatique, tandis que le château de Chambord lui-même passa aux Parmes, qui étaient les neveux du comte de Chambord. Au plan des arguments, dès 1883, une brochure parut, et elle est due à Joseph Dubourg. Il fit une brochure avec un argumentaire favorable aux Bourbons Anjou. Puis il y eut par la suite, assez rapidement, en 1884 me semble-t-il, le travail de De Rissel, c'est le surnom d'un bâtonnier, du bâtonnier Terry, qui donnait aussi un argumentaire sur le droit des Bourbons d'Espagne. Il semble même que c'est la comtesse de Chambord qui ait financé la publication de cet ouvrage. D'autres brochures parurent par la suite, et notamment celle de Gazo de Vautibeau, un personnage qui se prétendait républicain et qui prétendait que l'intérêt des républicains était de maintenir
maintenir le dualisme royaliste, et donc il faut ses arguments à ceux qui lui paraissaient les plus faibles en nombre. Mais cette présentation paraît quelque peu suspecte. Ceci étant, l'argumentaire et la liste de citations retenues par Gaston de Fontibon sont extrêmement intéressants, et je l'ai dit, j'ai même été critiqué là-dessus par un folliculaire obscur. J'ai dit que c'était un jalon important de la pensée légitimiste, et je le maintiens. Donc les Blancs d'Espagne, comme on les ont appelés par dérision leurs adversaires, les Blancs d'eux à cause du château d'eux, les Blancs d'Espagne ont fait un effort de propagande. Ils ont dès 1883 réuni des congrès annuels. Par ailleurs, ils ont essayé de réanimer les conseils catholiques d'ouvriers. Il y avait une pensée sociale chez les légitimistes, alors qu'il n'y en avait pas chez les orléanistes. Et d'autre part, ils ont fait beaucoup de messes, de commémorations, d'anniversaires royaux comme la mort de Louis XVI, de pèlerinages, notamment le pèlerinage de Sainte-Anne-d'Auray, qui a connu par la suite une interruption et qui a été repris depuis maintenant un certain nombre d'années, et aussi des banquets. Ils ont voulu se doter d'une presse, mais ceci s'avéra très difficile. Tous les grands journaux légitimistes étaient passés aux orléanistes, et il ne leur resta guère qu'un hebdomadaire, le Journal de Paris, qui appartenait à Maurice d'Andigné. Par la suite, d'autres journaux apparaîtront, par exemple une revue bimestrielle, La Monarchie française, un peu avant la guerre de 14, qui polémiqua contre l'action française, ralliée aux Orléans, puis également, entre les deux guerres, une revue savante, La Science historique, animée par le légitimiste Paul Vatrin. Au plan du contenu, la presse des Bourbons d'Espagne a été analysée, notamment par Guy Auger, un grand chercheur et un jalon essentiel de la renaissance du légitimisme. Et dans cette presse légitimiste, on trouve une certaine conformité avec le milieu contre-révolutionnaire en général, avec certains thèmes qui reviennent, le catholicisme, le royalisme, d'ailleurs plus que l'anti-républicanisme au début. C'est plutôt d'ailleurs l'anti-orléanisme qui domine plus que l'anti-républicanisme. Également, un certain mysticisme qu'on peut trouver, aussi une idée internationale du légitimisme, l'international de la légitimité. C'est une idée qui est d'ailleurs opposée à celle de l'Action française, qui, étant nationaliste, elle ne souhaite pas que des pays qu'elle n'aime pas aient ce qu'elle estime être le bon régime, c'est-à-dire le régime monarchique. Et certains thèmes apparaissent, mais de façon tout à fait occasionnelle. Le nationalisme, qui n'est pas à l'origine du légitimisme. Bon, il y a des pointes qui apparaissent à ce moment-là. Quelquefois un petit peu d'antisémitisme, mais là encore, c'est pas du tout systématique, c'est purement ponctuel. Ou la colonisation, qui n'est pas non plus une des premières préoccupations, mais on peut comprendre que certains légitimistes s'y soient intéressés. Le comte de Chambord lui-même s'y était intéressé. On connaît un petit peu le légitimisme aussi par une enquête de police, l'enquête Schnerb. Malheureusement, il n'en subsiste que des épaves. Mais c'est Guy Auger qui avait découvert cette enquête, et cela permettait de savoir qu'on pensait qu'environ 12% de l'ancien légitimisme était passé au Blanc d'Espagne. C'est peu, mais ce n'est pas non plus totalement nul. Certains îlots de légitimisme avaient subsisté. Paris, bien sûr, aussi le Morbihan, aussi Marseille. Mais dans d'autres endroits, tout était passé aux Orléans, au fusionnisme d'ailleurs, car il faut distinguer, après la mort du comte de Chambord, le légitimisme traditionnel est certes remis en cause, mais l'orléanisme aussi, car beaucoup de partisans des Orléans, certains sont d'anciens légitimistes, mais d'autres sont des orléanistes purs, mais qui voient le pouvoir s'éloigner, et donc à ce moment-là naît une nouvelle doctrine, c'est-à-dire que l'orléanisme pur lui-même, c'est-à-dire la défense des princes d'Orléans en tant que prince d'Orléans, en tant que cadet, n'a plus beaucoup de partisans, il faut dire. Les partisans, les gens qui défendent les Orléans, sont des gens qui les défendent parce qu'ils croient qu'ils sont les héritiers légitimes. D'où l'intérêt de la controverse pour savoir les sortir de cette illusion. Il faudrait peut-être nuancer ce que je viens de dire, puisqu'il y a quand même aussi l'aspect national ou nationaliste à l'Action française, par exemple, qui a joué un rôle dans le déterminant. Alors, pour ce qui est de l'échantillon, la sociologie, d'après, je reprends Guy Auger, du point de vue sociologique, mais cet échantillon est extrêmement restreint, encore une fois, donc ça n'est peut-être pas tout à fait probant. Il y aurait presque la moitié de nobles ou apparence noble. On dit 23% de bourgeois, 20% d'ouvriers et 7% de chouans. Je ne sais pas trop où on trouvait des chouans à la fin du XIXe siècle, mais voilà à peu près la sociologie de ce groupe. Alors, l'une des difficultés que rencontrent les Blancs d'Espagne dès le début tient à leurs princes, qui, s'ils maintiennent leurs droits français, le sont en fait peu intéressés et peu actifs.
Au début d'ailleurs, les premiers partisans des Bourbons d'Espagne, il y avait une hésitation sur le prince même qu'ils allaient servir. Ils défendaient le principe et il y avait eu du flottement. Mais les princes n'ont pas beaucoup encouragé non plus, il faut bien reconnaître. La cause en est simple, ces aînés des Bourbons sont à cette époque de la branche carliste, ils sont des candidats et parfois les armes à la main au trône d'Espagne. Et donc il y a un entremêlement des deux successions, françaises et espagnoles, qui pose des problèmes nombreux, y compris de droit international, et qui fait aussi que les princes Bourbons d'Espagne ont souvent tendance à regarder outre-Pyrénées. Je dis souvent parce que ce n'est pas le cas de tous. Jean, Juan, le successeur direct du comte de Chambord, par exemple, ne s'intéresse à la succession ni en France ni en Espagne, il faut bien dire. C'est un prince qui est lui-même libéral et qui n'est pas vraiment passionné. Alors son fils, Carlos ou Charles, au contraire un prince qui correspond bien aux attentes des légitimistes, parce que c'est un prince très catholique, très contre-révolutionnaire, mais lui il pense avant tout à ses carlistes et à l'Espagne, donc il dit je maintiens mes droits en France, mais je dois beaucoup à l'Espagne. Donc cet entremêlement va beaucoup gêner le maintien ou l'expansion du légitimisme. Alors, également, cela a des conséquences sur l'argumentaire. C'est-à-dire que certains considèrent que la succession française l'emporte sur la succession espagnole, d'autres préfèrent essayer de chercher chez les Bourbons d'Espagne des cadets, mais c'est faire vraiment une entorse. D'un côté, on rappelle les principes purs, c'est-à-dire c'est l'aîné, et d'un autre côté, on va chercher des cadets de cette branche aînée. Il y a des difficultés là-dessus. De même, la question de la nationalité des princes également sera posée. Enfin, quoi qu'il en soit, savoir s'ils sont restés français, s'ils ont une virtualité pour devenir françaises, j'aurai peut-être l'occasion d'en redire un mot. En tout cas, aussi squelettiques que soient les effectifs des Blancs d'Espagne, ils sont... c'est une aggravation de leur situation, ils sont affectés par certains événements politiques nationaux. Ainsi, par exemple, l'affaire Boulanger. Le général Boulanger, le général Revanche, comme certains l'appelaient, séduit beaucoup de personnes dans la contre-révolution. Lui-même ne venait pas d'un milieu contre-révolutionnaire, il n'était pas un contre-révolutionnaire, mais certains y voient une possibilité. Et il va y avoir une division d'Andigné qui... D'Andigné est favorable à Boulanger, d'autres au contraire ne le sont pas, et il y a donc là une discussion et une séparation qui se produit. D'Andigné d'ailleurs vendra son journal de Paris à des républicains. Il y aura aussi une opposition, il y aura le ralliement. Et c'est après le ralliement alors que d'Andigné vend son journal, le ralliement recommandé par le pape Léon XIII, le ralliement à la République. Et certains légitimistes considèrent à ce moment-là que le combat est terminé. En revanche, il y a Valory, que l'on appelle le prince de Valory, je pense que son titre réel était peut-être un peu plus modeste, qui est le représentant de Don Carlos et qui veut maintenir le légitimisme, alors que d'Andigné et David déposaient les armes à partir du ralliement. Valory veut maintenir le légitimisme, mais Valory ironise sur l'Espagne et à ce moment-là il est désavoué et du coup, par mécontentement, il va susciter des compétiteurs. Après avoir été un grand serviteur de la légitimité, il va susciter des compétiteurs à la personne des Bourbons-Séville, une branche cadette des Bourbons d'Espagne. Ce qu'on appellera le schisme sévillan, qui va d'ailleurs à un moment, parmi ces légitimistes fort peu nombreux, il faut dire, les Sévillans seront presque aussi nombreux que ou peut-être plus nombreux que les partisans des aînés proprement dit. Ces Sévilles d'ailleurs vont jouer un petit rôle. Un d'entre eux, François de Bourbon-Séville, Castelvie, pardon, troisième fils du duc de Séville, s'est proclamé héritier du trône de France. Et en 1894, il attaque Louis-Philippe Robert d'Orléans, c'est-à-dire le comte de Paris, devant le tribunal civil de la Seine, afin de lui faire interdire le titre droit de France et les pleines armes de France. C'est donc un procès assez intéressant. Et le 28 janvier 1897, le tribunal déboute ce prince avec les dépens, en observant qu'il est puéril de demander à un tribunal de la République de reconnaître une qualification de roi de France. Et par ailleurs, et cela est plus discutable, le tribunal considère que les armes de France ont disparu avec la royauté, ce qui n'est pas du tout exact et qui n'empêchera pas d'ailleurs les princes, de quelque branche qu'ils soient, de les utiliser par la suite. Et il y aura d'autres décisions de tribunaux, dont nous parlerons, qui vont dans l'autre sens au XXe siècle.
Au passage, le tribunal a observé que l'aîné de la branche à laquelle appartenait le demandeur est donc Carlos ou Charles de Bourbon, duc de Madrid. Donc le tribunal a donné une leçon en même temps au duc de Séville sur l'aînesse des Bourbons-Anjou, des Bourbons d'Espagne. Donc Carlos, de son côté, a écrit directement au prétendant Orléans pour lui contester l'usage des pleines armes sans recevoir aucune réponse. En outre, plusieurs thèses de droit qui vont intervenir avec la guerre du 14 vont mettre à mal les renonciations de Philippe V. Ce sera la thèse de Henri de la Perrière, le roi légitime, qui date de 1910, la thèse de Paul Vatrin, la tradition monarchique, qui a été rééditée d'ailleurs depuis, mais qui date de ces années avant la guerre du 14, et la thèse du prince Sixte de Bourbon-Parme, le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du royaume, thèse de 1914. Cette thèse est intéressante à plusieurs points de vue. D'abord, ce prince est un Bourbon-Anjou, mais d'une branche cadette. Néanmoins, ça montre que certains Bourbons-Anjou s'intéressent toujours à la dévolution et se considèrent comme ayant des droits dynastiques en France. Et bon, il y a aussi un arrière-plan lié à la particularité de la famille de Parme, c'est-à-dire que Sixte voudrait démontrer, pour des raisons liées à la possession du château de Chambord, que les Bourbons-Parme sont restés français. Et là-dessus, il ne sera pas suivi par les juristes ni par les tribunaux. On considère que tout prince Bourbon-Anjou peut redevenir français s'il devient roi de France, mais qu'il peut avoir entre-temps une autre nationalité. Donc Parme est italien, que ce sont des Bourbons d'Espagne, et leur nationalité d'ailleurs est souvent apparue incertaine. Et eux-mêmes d'ailleurs quelquefois ont changé un petit peu. C'est arrivé qu'ils réclament tantôt la France, tantôt l'Espagne. Les ouvrages, en tous les cas, ces ouvrages sont intéressants car ils montrent que les renonciations sont éminemment contestables, qu'elles sont nulles à l'origine, contraires aux lois fondamentales de la couronne, et donc ceci alimente peut-être uniquement des milieux érudits ou purement juridiques, mais cela ici alimente la controverse. Il y a quelques variations dans les thèses, bien sûr. Certains disent que les renonciations sont nulles et que tout ce qui en sort est nul. D'autres considèrent qu'elles ne le sont que en ce qui concerne les droits à régner et qu'en revanche, la séparation des couronnes, qui est une règle internationale entre la France et l'Espagne, que cette séparation des couronnes persiste. Également, la question de la nationalité des princes a été posée, donc il y a quelques petites variations, mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'idée que la couronne de France est indisponible, là il y a un accord, il y a un consensus qui est largement admis par les facultés de droit. Cette indisponibilité de la couronne, c'est un des grands principes de la dévolution royale, c'est ce qu'on appelle la théorie statutaire. Et ça nous amène directement à nous pencher sur les termes de la controverse qui permettent de déterminer la vraie tradition royale. Donc, je voudrais dire quelques mots des argumentaires. Les renonciations ont été faites en violation des lois fondamentales qui s'étaient dégagées coutumièrement, parfois avec le renfort de textes législatifs ou de décisions de justice, mais ces règles se sont dégagées depuis le Moyen-Âge. En vertu de ces règles, la couronne de France se transmet de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Et au XVe siècle, s'est posée, au temps de l'époque de Jeanne d'Arc, la question de savoir si le roi pouvait transférer la couronne. Dans le cas de cette époque, c'est Charles VI, le roi fou, qui avait voulu, ou que son entourage avait orienté dans ce sens, qui avait voulu transférer la couronne à son gendre, le roi d'Angleterre, au détriment de son fils, le futur Charles VII. À l'époque, un juriste, Jean de Terre-Vermeil, avait souligné que la couronne était une dignité publique et non une chose privée, que le roi n'en avait pas la disposition, et donc il avait dénoncé à l'avance la nullité de ce transfert de la couronne. C'est ce qu'on appelle le principe d'indisponibilité, principe qui était toujours en vigueur au moment des renonciations d'Utrecht de 1713. Pourquoi les renonciations d'Utrecht? On sait que la guerre de succession d'Espagne n'avait pas été toujours favorable à la France, malgré certaines grandes victoires, il y a eu aussi de grosses défaites. Le royaume était exsangue, Louis XIV avait absolument besoin de la paix, et c'est pour cela que des renonciations solennelles ont été souscrites.
Mais dès cette époque, des voix se sont élevées pour dire que cela n'aurait pas de valeur. C'était le cas de Torcy, un ministre qui avait négocié justement avec les Anglais, et ça a été le cas du futur chancelier d'Aguesseau, entre autres choses. Et la plupart des auteurs du XVe siècle considéraient que ces renonciations étaient nulles. Elles avaient été obtenues par force, elles violaient le droit dynastique français. Cette nullité ne pouvait être couverte par un traité, et le traité d'Utrecht n'avait d'ailleurs pas plus de valeur qu'en son temps le traité de Troyes par lequel Charles VI avait prétendu transférer la couronne au roi d'Angleterre. Par la suite, au XVIIIe siècle, la controverse s'est atténuée parce que le jeune Louis XV, qu'on avait marié très rapidement, a eu des enfants, et donc la branche aînée, la branche de Bourgogne, a continué. Elle continuera jusqu'en 1883. Sur ce point, l'argumentaire a été renforcé par les thèses du début du XXe siècle, mais dans le sens de la tradition. Il y a eu une autre objection qui a été faite, cependant, par les partisans de la branche d'Orléans, les partisans fusionnistes. C'est une objection tirée du prétendu règne de nationalité. On a dit que les Bourbons d'Espagne étaient devenus espagnols, le roi qui règne sur un pays a la nationalité de ce pays, et que, en revanche, la branche cadette était toujours restée française. Et donc on a prétendu les écarter au nom de cela. Mais ce n'est pas d'abord pas très sérieux, car à ce moment-là, pourquoi faire dénonciation si le simple passage sur un trône étranger suffisait à écarter définitivement les princes qui en étaient issus. Alors on donnait des arguments à ce sujet, on a parlé de l'élection du Capet, on a parlé de l'arrêt Lemestre, sur lequel je vais donner quelques détails, un arrêt du XVIe siècle, la guerre de religion. On a parlé aussi des lettres de naturalité qui étaient données aux princes qui allaient régner à l'étranger. Alors cette argumentation tirée de la nationalité a séduit pas mal de gens, notamment dans les milieux d'action française. Et évidemment, ce mouvement nationaliste avait quelques difficultés à aller chercher ces princes au-delà des Pyrénées. Mais le talent de Maurras a certainement joué un rôle en faveur des Orléans. Maurras se méfiait du panjuridisme, disait-il, du panjurisme, je pense juridisme, semble-t-il, des Blancs d'Espagne, c'est voir tout en termes de droit. Malgré tout, on ne peut pas se passer, en termes de droit dynastique, de termes de droit. D'ailleurs, Maurras lui-même a subi un petit peu les conséquences de ce choix, me semble-t-il, erroné, puisqu'en 1937, le manifeste du duc de Guise, titre orléaniste, les prétendants orléanistes de l'époque, le condamne les élections françaises en lui reprochant de professer un nationalisme de filiation jacobine incompatible avec les traditions de la Maison de France. Donc un retour de flamme inattendu et surprenant, qui d'ailleurs devrait affaiblir les gens qui défendent le droit des Orléans au nom de la nationalité. Alors je reprends quand même les trois arguments des partisans de la branche cadette sur l'élection du Capet, l'arrêt Lemestre et les lois de nationalité. D'abord l'élection du Capet. En 987, là c'est sûr, il n'y a pas de nationalisme, il n'y a même pas de nation. Il est absurde de prétendre que Hugues Capet était un prince français et Charles de Basse-Lorraine un prince allemand. Il n'y a pas de français ni d'allemand à cette époque. Les textes ont été sollicités. En réalité, Hugues Capet est un prince qui n'est pas mal vu de la cour germanique de l'époque, d'ailleurs, il faut le souligner, qui en plus a un réseau de vassalité beaucoup plus important que son compétiteur, et il est donc choisi par les princes pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la nationalité. D'autre part, l'arrêt Lemestre. L'arrêt Lemestre, c'est un arrêt qui a été rendu par le Parlement de Paris à l'époque où les partisans de la Ligue, sous la Grande Guerre de Religion, voulaient faire élire un prince espagnol d'ailleurs, mais cette fois-ci espagnol, Habsbourg, ou en tout cas un prince qui n'était pas un capétien. Et l'arrêt Lemestre rappelle qu'il faut que la France ne peut avoir qu'un roi français. Mais ce qu'elle écarte, c'est qu'elle écarte les étrangers. Il faut comprendre les étrangers au sein de France. Le critère à l'époque de la nationalité des rois, c'est qu'ils appartiennent au sang de Capet, au sang des rois précédents. Et ce n'est pas une question de nationalité au sens moderne et républicain du terme. C'est une question de droit du sang et non pas de droit du sol, si l'on veut. C'est-à-dire c'est le sang capétien qui fait que le roi est français, tandis que l'application que demandent les partisans de la branche cadette est une application en quelque sorte de droit du sol, en disant vous êtes roi d'Espagne, vous êtes espagnol, etc. Vue moderne et moderniste des choses. Quant aux lettres de nationalité, elles étaient données aux princes qui allaient régner à l'étranger, mais dès l'époque, on disait que c'était des lettres de précaution et non de nécessité. Et donc, le fait que les lettres qui avaient d'abord été données à Philippe V par le XIV aient dû être révoquées à la suite des dénonciations n'est nullement probant.
Ajoutons pour cette question de l'étranger un exemple intéressant aussi, c'est le cas de Henri IV, qui était roi de Navarre à la deuxième génération, et personne, à l'époque où les ligueurs voulaient éviter absolument son accession au trône, ou son maintien sur le trône, aucun d'entre eux n'a eu l'idée de dire ce roi est étranger, il était roi de Navarre, qui était un royaume distinct, aussi distinct de la France que la Belgique peut l'être de la France actuelle, et personne, alors que c'était très facile pour les ligueurs qui voulaient absolument l'éviter, ils n'ont pas sorti cet argument-là, c'est tout de même également très symptomatique. Alors, un autre argument en faveur de la branche aînée, c'était les entrevues des princes, dont nous avons déjà parlé. Certains ont dit que le comte de Chambord a reconnu les Orléans comme ses héritiers. Alors, il y a des controverses. Je ne mets pas en cause la bonne foi, même des gens qui pensent, qui donnent un autre sens à ces rencontres que celui que j'aurais tendance à leur donner. Moi, je pense que c'est une réunion de famille et non pas une réunion dynastique. Mais même si c'était dans l'autre cas, dato non confesso, j'accorde l'argument, mais tout simplement pour la démonstration. Eh bien, dans le comte de Chambord, prince qui était en exil, qui en tout cas ne régnait pas effectivement, n'avait pas plus de pouvoir pour modifier la succession que n'en avait Louis XIV qui régnait à l'époque. Si les renonciations sont valables, elles doivent être valables au temps de Louis XIV qui représentait un pouvoir effectif. Même si le comte de Chambord avait souhaité, ce qui me semble nullement démontrer, que l'Orléans lui succéda, il ne pouvait pas le faire, c'était une impossibilité totale. Le comte de Chambord lui-même d'ailleurs avait dit qu'on appliquerait la loi après sa mort et qu'il était un fanatique des principes, ce qui me paraît aller contre la démonstration des partisans d'Orléans. Cette démonstration a été appuyée notamment par Marie de Roux. Marie de Roux était un membre de l'Action française, c'était un avocat, un bâtonnier, un homme qui a écrit d'ailleurs des ouvrages intéressants, historiques intéressants, mais sur cette question, je pense qu'il était partial et mal informé. Il avait trouvé une déclaration du comte de Chambord disant « Les princes d'Orléans sont mes fils », et il en avait déduit que c'était une sorte d'adoption politique. Alors d'abord, le texte a été quelque peu remanié, notamment pour la ponctuation. Il y a eu des discussions, Guy Auger a étudié ça tout à fait bien. Déjà, le texte donné par Marie de Roux n'est pas parfaitement dans ce texte-là. Et puis, là encore, le comte de Chambord ne pouvait modifier les règles de succession, et cette déclaration, qui ne dit pas, à mon avis, tout ce qu'on lui fait dire, en tous les cas, ne suffisait pas à habiliter les Orléans à lui succéder. Alors, au final, on peut dire qu'il y a eu un courant légitimiste résiduel, modeste mais permanent, qui a subsisté en marge d'un courant orléaniste fusionniste, certes beaucoup plus puissant, mais par ailleurs légitimiste, avait un argumentaire nourri, lequel s'est malheureusement heurté à un mur de silence. Et maintenant, dans un second point, je vais voir comment il y a eu une sorte de réveil du légitimisme au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Renaissance du légitimisme avait en effet la période, il va y avoir une période nouvelle. Là encore, les cartes ont été un petit peu redistribuées, et ceci à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, parce que la branche qui était la branche aînée de l'époque, c'était la branche carliste espagnole, qui avait des revendications en Espagne, d'où l'entremêlement dont j'ai déjà parlé. Et cette branche va disparaître généalogiquement, puisque le dernier prince, Alphonse, n'a pas de descendants. Donc, en 1936, il meurt sans alliance et sans descendance mâle, et donc la branche qui lui succède, c'est la branche qu'on appelle alphonsine, c'est-à-dire la deuxième branche d'Espagne qui descend de la reine Isabelle et de son mari qui était don François d'Assise. Donc cette branche se trouve aînée, cette branche qui avait lutté contre les carlistes, c'est un fait, et, cette branche se trouve devenir désormais la branche aînée de tous les Bourbons. Donc au plan généalogique, les conséquences, c'est que automatiquement le chef de cette branche devient le chef de maison. Qui est le chef de cette branche à cette époque? Eh bien c'est l'ex-roi Alphonse XIII d'Espagne. Roi à l'époque déposé, enfin plutôt roi exilé, la République ayant été proclamée en 1931 en Espagne. Donc pas plus qu'avec ces mesures carlistes, il n'y avait de vrai cumul de couronne, puisqu'il n'était plus souverain en Espagne à cette époque.
Alors Alphonse XIII avait été averti de son nouveau statut, son statut de chef de maison, par non pas le dernier, mais l'avant-dernier prince carliste, avec qui il avait fait une sorte d'accord, et qui lui avait dit qu'il deviendrait l'aîné, donc outre ses prétentions éventuelles espagnoles, il serait désormais le chef de maison, avec les conséquences que cela comportait. Alphonse XIII n'a pas fait grand-chose, il a quand même enlevé la bordure qui indiquait qu'il était un cadet sur ses armes, et il aurait voulu faire préparer un annuaire de la maison de Bourbon qui ne vit pas le jour. Donc il a pris les pleines armes de France et il a préparé cet annuaire. Néanmoins, il a été très discret et il meurt pendant la guerre 1941, en laissant 2 fils survivants. Et c'est là une chose qui va être importante pour la suite. L'aîné Jacques-Henri, Jaime en Espagne, qui est duc de Ségovie, qui est exclu de la succession espagnole, à laquelle il a renoncé pour infirmité. Une infirmité accidentelle d'ailleurs, il était sourd-muet par suite de mauvais soins. Et qui a contracté par ailleurs un mariage aristocratique avec une Dampierre, mais non un mariage égal au sens espagnol, parce que c'est une famille de ducs et non pas une famille royale. Et le cadet, Juan, ou Jean, comte de Barcelone, qui lui est désigné pour assumer la succession espagnole, et qui est le père du roi Juan Carlos et le grand-père de l'actuel roi Philippe VI d'Espagne. Donc 2 successions qui viennent par Alphonse XIII, l'une qui n'est pas susceptible de renonciation, la succession française, et l'autre qui est susceptible de renonciation, la succession espagnole. L'intérêt de cette situation, c'est qu'après Alphonse XIII, la succession française et la succession espagnole se séparent d'une façon évidente, d'une façon nette, et il n'y a plus de princes qui peuvent être revendiqués à la fois par des partisans des 2 côtés des Pyrénées. En 1946, donc, l'aîné Jacques-Henri, duc de Ségovie, décide et fait connaître aux familles princières et à ses cadets qu'il reprend le titre de duc d'Anjou et les pleines armes de France et affirme ses droits à la couronne. Peu connu par des Français, il a cependant attiré l'attention de certains milieux attachés à la tradition politique et religieuse, en prenant position pour le maintien de la France en Algérie ou contre l'avortement. Il a donc attiré ainsi des sympathies traditionnalistes, alors que le prétendant lys de l'époque, le comte de Paris, se veut progressiste, se veut proche du général de Gaulle, qui a souvent été opposé aux partisans de la tradition politique au moins, et donc ce prince attire même des gens qui ne le connaissent pas. Il y a un courant de sympathie, encore mince, mais pas inexistant, qui existe. Son action est relayée depuis 1957 par une association générale des légitimistes de France qui diffuse une feuille périodique Tradition française. Par la suite sera créée la Gazette royale également, et bien d'autres journaux qui défendront les positions légitimistes. Donc il reparaît une presse légitimiste qui encore actuellement a toujours la Gazette royale, a aussi le lien légitimiste, a aussi bien d'autres choses, sans compter bien entendu les nouveaux moyens, l'Internet, etc. Et encore une fois, je remercie mes hôtes aujourd'hui pour m'avoir invité à parler. Quand le prince Jacques meurt en 1975, sa succession est recueillie par son fils aîné Alphonse, duc d'Anjou et de Cadix. Un homme de belle prestance, un sportif reconnu par de nombreuses récompenses, un homme qui a aussi une certaine expérience politique. Il a été ambassadeur d'Espagne. Il s'est marié d'ailleurs avec la petite fille du caudillo. Circonstance qui d'ailleurs ramènera certains nostalgiques du franquisme à fonder sur lui et sur son fils des espoirs assez fumeux, faut-il dire, et à nouveau, il y avait à nouveau un risque d'entremêlement des questions françaises et espagnoles. Le prince Alphonse était réservé au début, c'était un ambassadeur, d'ailleurs il faut dire, vous voyez, l'ayant vu, c'est quelqu'un qui ne disait jamais un mot de trop. Très réservé, même sur ses droits français, a cependant marqué un intérêt de plus en plus grand pour eux. Il avait demandé qu'on lui amène un certain nombre de partisans. Quand des personnes lui ont dit « mais monseigneur, vous ne nous engagez pas », il a dit « mais amenez-moi du monde ». On lui a amené du monde, mais il est venu aussi lui-même davantage. Il est venu au-devant de ses partisans. Et je me rappelle de ces cérémonies, par exemple la chapelle expiatoire, où il y avait un interminable serment de main avec toutes les personnes qui étaient là. Et si je puis me permettre une anecdote, même un jour un monsieur vient et me dit, le prêtre a dit « monseigneur, qui est monseigneur ?» Alors, pour simplifier, je lui dis c'est Monseigneur Luc d'Anjou, l'aîné des saints Louis XIV. Et quand la messe a été terminée, j'ai vu ce monsieur se mettre dans la file et aller serrer la main du prince comme les autres et aller venir chez lui en disant j'ai salué l'aîné des saints Louis XIV. Donc vous voyez, il y avait une... et en plus, Monseigneur Alphonse avait une personnalité très rayonnante et les gens qui l'avaient connu, l'avaient rencontré, appréciaient à la fois enfin, il avait une majesté souveraine indiscutable. Il a beaucoup intéressé
passé à l'époque. Il a été reçu, notamment au moment des millénaires capétiens, où il a été reçu très officiellement. Il y a même eu une anecdote, une petite ville qui a nommé maire d'honneur, et le prince Alphonse a accepté l'écharpe tricolore de maire et a dit au maire en place que lui au moins était maire à vie en plus. Donc vous voyez, il avait su prendre, il a su gagner la sympathie de beaucoup de personnes, et il a été plus connu des Français. Des journaux en ont parlé à cette époque. Sa présence française en France était de plus en plus importante. Au plan international, le prince Alphonse a été admis dans la prestigieuse société des Cincinnati, qui regroupe les descendants des fondateurs de l'indépendance américaine. Il a été reçu au titre de plus proche parent de Louis XVI. Il y a eu, au moment de Prince Alphonse, la question légitimiste a été connue, et des journaux importants ont publié des articles. Je pense à l'article de mon collègue le professeur Rials, par exemple, qui était paru dans une revue d'histoire, je crois que c'est Historama, expliquant la controverse dynastique. Et donc, il y a eu, à ce moment-là, vraiment, on a beaucoup mieux connu le prince. Du côté Orléans, le comte de Paris de l'époque était un homme qui avait une action politique. Il a entretenu des liens avec plusieurs présidents, notamment avec le général de Gaulle. Il a joué un rôle pendant la guerre, rôle assez discutable d'ailleurs, puisque dans l'affaire de l'amiral Darlan, certains prétendent, l'historien Alain Decaux notamment, le met en cause. Le comte de Paris a démenti, mais on a retrouvé le juge. Le comte de Paris a démenti, mais le juge qui avait instruit l'assassinat de l'amiral Darlan, alors on avait perdu le dossier, il faut dire, quand Paris a démenti. Mais le juge était encore en vie, il a dit, moi j'ai un double du dossier, il l'a publié, le juge voiturier. Et bon, c'est assez ennuyeux pour le comte de Paris, parce que beaucoup de pistes montrent qu'il a au moins intrigué avec le milieu qui a assassiné l'amiral Darlan. Par ailleurs, il s'est éloigné tout à fait des positions de l'AF, il a pris des positions souvent assez progressistes. Donc il y a eu un peu une cristallisation entre des royalistes qui étaient partisans d'une tradition politique et même souvent religieuse, et puis d'autre part des partisans d'une monarchie moderne, constitutionnelle et parlementaire, etc., et voire des gens très progressistes qui gravitaient autour du comte de Paris. Les deux princes vont être amenés à une controverse, et il va y avoir un procès, il va y avoir des rebondissements de leur opposition. Et c'est le rebondissement du débat royal. Il va y avoir d'abord, il va y avoir un procès intenté par les Orléans contre Alphonse, duc d'Anjou. On l'a surnommé d'ailleurs dans les milieux légitimistes le procès du millénaire. Et ce procès a été jugé par le tribunal de grande instance de Paris en 1988 et par la cour d'appel de Paris en 1989. L'auteur de l'action n'était pas le comte de Paris dont j'ai parlé précédemment, celui de l'affaire Darlan et de l'amitié politique avec Général de Gaulle. Enfin, le même Général de Gaulle aurait dit le comte de Paris Élysée, pourquoi pas la reine des Gitans. Le mot est peut-être, je ne sais pas si le mot est authentique, on l'a en tous les cas beaucoup, on le trouve ici ou là. On pense que le général de Gaulle a surtout utilisé un petit peu le comte de Paris pour neutraliser certains de ses partisans qui en même temps étaient partisans de l'Algérie française, et on pense qu'il y a un petit peu de ça. Mais bon, cette question mériterait peut-être d'être creusée davantage des rapports de gaullisme et du comte de Paris. Mais alors ce n'est pas ce comte de Paris-là qui était, il faut le dire, par ailleurs un homme habile, c'est plutôt son fils. À l'époque, il a été comte de Clermont, comte de Mortain, avant de prendre, depuis la mort de son père, le titre à son tour de comte de Paris. Donc c'est ce fils qui a attaqué les Anjou. Je pense que le père, beaucoup plus habile, n'aurait jamais fait une erreur comme ça, parce qu'il savait très bien que sa position politique, du fait de l'implantation mondaine des Orléans, était très forte, que sa position juridique était beaucoup plus faible. Donc je pense que le père le savait. Le fils, lui, n'a pas hésité à attaquer le prince Alphonse en demandant au tribunal de lui refuser le titre de duc d'Anjou et les armes. Et le tribunal de grande instance de Paris, alors devant le tribunal, le duc d'Anjou a été défendu par Jean Foyer, ancien garde des Sceaux du général de Gaulle, qui a repris la robe d'avocat pour l'occasion. Et Jean Foyer a
du film, il a une défense qui a bien réussi. Il a d'ailleurs été aidé par des personnes comme le baron Pinotto qui lui ont donné des arguments, etc. Et il a fait il a très bien réussi cette défense. Pour donner un exemple, il y a un argument qu'utilisent les Orléans en disant nous sommes les prétendants officiels de la République. La République ne connaît que nous avons été exilés avec la loi d'exil, etc. Donc les Bourbons d'Anjou n'ont pas tout à fait la même situation. C'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs il y a un Bourbon-Anjou qui a été expulsé du vivant du comte de Chambord parce que déjà criait vive le roi sur son passage. Mais même si on admet cela, Jean Foyer a trouvé une lettre du général de Gaulle au duc de Ségovie qui lui écrivait Monseigneur le duc d'Anjou. Donc simplement la République, quand elle est polie, ça lui arrive, écrit aux gens avec leurs titres, et donc elle écrit au duc d'Anjou, au comte de Paris, au prince Napoléon, au prince, etc. Mais donc il n'y a pas de prétendant officiel, hein, justement. Alors Jean Foyer a démonté un certain nombre de choses de ce genre. En plus, il lisait le général de Gaulle, ce qui n'est pas le cas de tous les partisans de la royauté, donc grâce à lui, on a pu avoir cet argument supplémentaire. Et toujours est-il que le tribunal a décidé qu'il ne voulait pas arbitrer une querelle dynastique, parce qu'il statuait au nom du peuple français dans le cadre républicain, mais que pour ce qui était de l'usage du titre de duc d'Anjou des pleines armes, il relevait que cet usage avait été fréquent depuis 1883 et en conséquence que le prince Alphonse pouvait parfaitement arborer ce titre et ces armes. Entre-temps, entre les deux tribunaux, il y a eu un drame, malheureusement, c'est la mort tragique du prince Alphonse en janvier 1989 d'un stupide accident de ski, une imprudence qui avait été, une faute même, commise par les organisateurs, et donc le prince, descendant une piste, a été tué par un équipement qui n'avait pas été enlevé. Et donc ce fut tout à fait dramatique. Avant d'y revenir, je voulais dire simplement donc, que la suite du procès s'est déroulée non plus contre le prince Alphonse, mais contre son fils, alors mineur d'ailleurs. On avait pensé que le prince d'Orléans ne recommencerait pas le procès dans ces conditions, mais il a osé. Et donc la cour d'appel, en 1989, a confirmé que le prince Alphonse avait droit au titre, son fils Louis avait droit au titre de duc d'Anjou et aux pleines armes, et il a débouté le duc d'Orléans, et en même temps d'ailleurs un prince de Bourbon-Parme qui avait eu l'idée sotte et déplaisante de se joindre à cette occasion, et qui a pu partager ainsi la charge des dépens avec son cousin Orléans. Pour ce qui est de l'argumentaire, on peut ajouter que l'université a apporté de nouvelles pièces à la controverse. Bien sûr, il y a des résistances. Le président Pompidou, par exemple, avait dit que le traité d'Utrecht existait dans le plaise aux facultés de droit. Ce qui montre bien que les facultés de droit jouent un rôle dans cette affaire et qu'elles ont effectivement pris une position très favorable à la position des aînés. Je vous cite par exemple la thèse de Jean Barbet sur Jean de Terre-Vermeille, c'est un ouvrage essentiel sur la disponibilité de la couronne. La thèse de Bernard Basset sur la Constitution de l'Ancienne France, qui va dans le même sens. Les travaux de Guy Auger, notamment Succession de France et règles de nationalité, ainsi que Les Blancs d'Espagne. Guy Auger, maître de conférence de la faculté de l'Université Paris II. La revue La Légitimité, qui l'animait également, et il y a beaucoup de travaux historiques. Les travaux du professeur Stéphane Rials, spécialiste du droit constitutionnel, spécialiste du président de la République et du Premier ministre, donc un constitutionnaliste, tout ce qu'il y a de plus labellisé au plan républicain, qui a fait des études sur la contre-révolution et un petit que sais-je très précieux sur le légitimisme. Également un excellent ouvrage sur qui malheureusement n'est pas réédité actuellement, les lois fondamentales et successions de France, paru, qui est l'ouvrage commun de Stéphane Rials, professeur de droit, donc de Frédéric Bluch, maître de conférence des facultés de droit, et de Jean Barbet. Donc à ce ouvrage universitaire s'ajoutent des travaux héraldiques remarquables du baron Pinotto, ainsi que du généalogiste Patrick Van Kerbroek, qui montre l'unité de la maison de Bourbon et dans toutes ses branches, et qui met le prince Alphonse ou le prince Louis, selon l'époque, il y a eu des rééditions, en tête de cette famille. Et même, on peut aussi citer un ouvrage du présentateur de télévision Thierry Ardisson, qui est intitulé Louis XX, et qui a contribué à populariser le nom du jeune prince, et qui présente d'ailleurs, je crois que Thierry Ardisson a été un peu aidé par l'universitaire, mais il n'y a pas de mal à ça, qui présente les droits des Anjou, et qui présente tout à fait bien la question.
Donc à cela s'ajoutent d'ailleurs beaucoup d'autres études, on pourrait dire un second cercle, n'est-ce pas, des manuels, par exemple ceux de Barbet, Harwell, Bournazel et Thibault Payen, c'est un manuel des facultés de droit sur les lois fondamentales, entre autres, et c'est un manuel couramment utilisé à la faculté de droit, ainsi que tous les travaux des associations légitimistes, dont certains sont des travaux savants. Je pense par exemple au Centre d'études historiques de M. Christian Pinault. La production orléaniste fusionniste est nettement moins abondante et on peut citer, après Marie Drouot dont j'ai parlé, donc, dont l'argumentaire est ancien et assez dépassé, il y a eu aussi Guy Coutan-de-Cesval, conseiller juridique du comte de Paris, qui a soutenu la valeur des renonciations, dans des brochures d'ailleurs. Elle n'a pas fait de gros traités, mais il soutient, j'ai répondu un petit peu à ça. Il y a aussi mademoiselle Marie-Madeleine Martin, qui était élève de l'école des Chartes, mais non diplômée de l'école des Chartes, et qui a écrit un ouvrage intitulé « Les Français ont-ils un roi espagnol ?» dont j'avais fait une critique en disant que c'était un oracle descendu d'un Sinaï berrichon, et que bon, l'ouvrage n'était pas très convaincant. Hugues Trousset, également avocat du comte de Paris dans le procès du millénaire, a écrit plusieurs ouvrages pour essayer de prouver que les princes étaient, comme les particuliers, soumis au droit d'aubaine, c'est-à-dire que quand ils s'installaient dans un pays étranger, ils devenaient des étrangers. Je n'ai pas été convaincu par mon confrère malgré ses recherches savantes. Il y a eu quelques autres, mais pas de, je pense que la thèse... Alors, il y a même un auteur également qui a soutenu que la thèse légitimiste était en quelque sorte une thèse d'infiltré et que c'était que les légitimistes avaient réussi à gagner les universitaires. Il y a quand même beaucoup d'universitaires qui se seraient laissés gagner de cette façon. En revanche, je ne connais pas d'ouvrage légitimiste, orléaniste plutôt, très dense, sur cette question. J'en peux citer aussi comme Philippe Dupuy-Clinchamp, spécialiste de la noblesse, qui dans ce que sais-je défend les cadets, mais ce n'est pas bon, il n'y a pas d'argumentaire convaincant dans cet ouvrage. Alors il y a quand même un ou deux arguments orléanistes auxquels je voudrais tordre le cou, pardonnez-moi, parce que je crois qu'ils sont faux. C'est pas du tout par animosité, je n'ai rien ni contre les princes d'Orléans, ni contre leurs partisans, que je rencontre d'ailleurs quelquefois très courtoisement, mais je pense que les arguments sont faux. Il y a eu le professeur Morel, par exemple, spécialiste des idées politiques, qui reconnaissait la nullité des renonciations, mais qui estimait qu'il y avait une sorte de loi innommée selon laquelle seule une lignée restée constamment au service de la France pouvait prétendre régner. Alors en quelque sorte c'est une vision politique. Disons, les Orléans sont là d'abord, et les autres n'étaient plus là. Et donc, certes, leur prétention était fausse au début, mais le temps, bon, en quelque sorte, c'est un peu une variante de l'erreur commune. J'avoue que je ne suis pas convaincu, je pense que le roc du droit s'oppose à cette conception très sociologique. Je vais même plus loin. Je pense qu'il y a eu plusieurs occasions historiques où les Orléans ont été très près de la couronne, et s'ils avaient réussi à s'y hisser, je pense qu'ils auraient pu essayer de soutenir qu'il y avait eu un infléchissement de la loi fondamentale. Mais justement, la Providence ne l'a pas voulu. Je pense qu'il y a là peut-être un peu un espèce de jugement de Dieu, si vous me permettez, sur cette affaire. Également, un de mes collègues, le professeur Donnier, qui est professeur tout à fait honorable, mais qui est professeur de droit privé, non pas l'histoire du droit, et qui soutient que dans le traité d'Utrecht n'est pas une violation de loi fondamentale, mais la reconnaissance d'une perte de droits successoraux due à l'accession au trône espagnol. Je ne suis pas convaincu non plus pour les raisons que j'ai dit. Les lois fondamentales sont à mon avis formelles et je ne vois pas vraiment comment les Bourbons auraient perdu ce droit. Enfin, nous en reparlerons sans doute avec ce collègue contemporain. Alors en conclusion, la controverse monarchique semble actuellement dénuée d'enjeux politiques. La question de restauration, encore envisagée au début de la Troisième République, ne paraît pas actuelle. Le général de Gaulle est le dernier président qui emprunte des velléités de laisser éventuellement la place à un roi. Ça ne contredit pas le fait que la royauté garde des sympathies, la majesté royale existe et donc
Par exemple, on peut remarquer que lors de la commémoration de la mort de Louis XVI, où des royalistes d'ailleurs de toute tendance se sont réunis, la place de la Concorde était remplie de personnes portant des fleurs de lys, et des bouquets de lys. Également les commémorations des guerres de Vendée qui ont attiré beaucoup de monde. L'attachement des Français à leur passé, aux antiquités, à des sites historiques comme Versailles, sont connus. Et d'ailleurs, le monarchisme est souvent porté de façon culturelle, et il faut dire que les associations culturelles qui défendent le passé royal de la France jouent un rôle très important, notamment dans le renouvellement du public royaliste. Ces associations à caractère historique ne doivent pas être négligées. C'est une chose qui avait d'ailleurs été comprise par le prince Alphonse, qui avait porté sur les fonds baptismaux l'Institut de la Maison de Bourbon, qui est un peu fait à l'image de l'Institut Napoléon. Les Bonaparte ont régné beaucoup moins longtemps que les Bourbons, mais ils ont un institut qui fonctionne bien. Et donc le prince Alphonse avait fondé cet institut qui a été présidé longtemps par le duc de Beaufremont et maintenant par son fils, le prince de Beaufremont. La controverse théorique, d'ailleurs, n'est toujours pas éteinte. Le comte de Clermont, devenu comte de Paris à la mort de son père en 1999, l'a à nouveau relancé. Il a demandé vainement aux tribunaux républicains, par exemple, de s'appeler Bourbon, ce que les tribunaux lui ont refusé. Également, il a voulu, par une mesure assez mesquine, donner à son neveu Charles-Philippe d'Orléans l'appellation de duc d'Anjou afin de concurrencer l'aîné. C'est assez stupide, c'est d'autant plus ennuyeux que Charles-Philippe il a été, je crois, blanchi, mais il y a eu quelques ennuis avec les tribunaux à ce moment-là, donc c'est ennuyeux. Également, le comte de Clermont a voulu s'immiscer dans les questions de l'inhumation du cœur présumé de Louis XVII à Saint-Denis, et là aussi en prétendant qu'il était l'aîné, mais il n'avait rien à voir avec cette relique. Cependant, la jeune génération des princes, le duc d'Anjou, Louis, qui est l'aîné, donc de droit le Louis XX, et d'autre part Jean d'Orléans, fils du comte de Paris, la jeune génération a certainement une vue plus irénique de ces relations, et on remarque des relations très correctes entre les jeunes princes. Le retour du roi fait toujours rêver. Je pense à Cyr, le livre de Jean Raspail, qui montre cela, ou bien je pense aussi à un livre, Le Roi d'Or, de Philippe Le Guillou, un roman assez curieux qui montre un vieux président qui ressemble à un président que nous avons connu, qui ressemble tout à fait au président Mitterrand, un vieux président qui a trompé tout le monde toute sa vie et qui décide de les tromper encore une fois et qui appelle l'héritier de la couronne et qui le remet sur le trône assez facilement. Bon, l'affaire se termine mal dans le roman, malheureusement, par la suite, par une révolution islamiste, mais sinon ce roman, cette fiction est assez intéressante, et je me rappelle qu'interrogé en même temps que l'auteur sur les plateaux de la télévision, le commentateur lui a dit « mais finalement, ce que vous dites, ça semble très facile. Ça semble très, très facile de faire une restauration. » Et c'est vrai qu'en tant que constitutionnaliste, ce que je suis un peu accessoirement, je crois que ce n'est pas impossible, effectivement, que les pouvoirs qui sont donnés au président de la République sont très vastes, et que, après tout, si l'aîné des Capétiens pouvait être hissé au premier plan, il y aurait quelques modifications, bien sûr, à faire, mais malgré tout, ce ne serait pas un changement. La possibilité d'un État monarchique en France est loin d'être totalement nulle. Voilà, donc, je me rappelle que Guy Auger disait, il reprenait une phrase où le comte de Paris disait qu'il était en attente je ne me rappelle plus le terme exact, de la République, et lui disait « je suis en réserve de la royauté ». Et je pense que l'on peut penser que le prince Louis, effectivement, est en réserve de la France dans tous les cas, et que l'on lui souhaitait un bel avenir. Et voilà ce que je puis dire. Après avoir porté un peu ce témoignage sur la pérennité des lois fondamentales. Après tout, garder ces lois fondamentales, c'est essentiel pour un pays. On l'a vu pour les pays qui ont voulu en changer, l'Espagne, qui a connu une grande instabilité parce qu'il y a eu de grands changements dans ses dynastiques à plusieurs reprises. La France a l'avantage d'avoir la même dynastie depuis plus de 1000 ans, et elle a aussi l'avantage d'avoir des lois historiques. Et donc, pourquoi, dans la période de crise que nous connaissons, ne pas essayer un petit peu de ce qui a si bien réussi dans le passé. Je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de m'exprimer ici.